Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va parler d'un sujet important qui est le risque cyber. Risque cyber dont on parle beaucoup avec les événements au Moyen-Orient, en Ukraine. On en parle aussi beaucoup avec tout ce qui est nouvelles réglementations. Et aujourd'hui, l'objet avec ce panel d'experts qui est composé de Bernard Duterque, Emmanuel Serre, Benoît Beaulieu, Christophe Madec, qui se présenteront tout à l'heure lors de leurs interventions. L'idée, c'est de se poser la question de où se situe le risque cyber aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a des freins? Quel est l'avenir? De quoi parle-t-on? Parce qu'on parle beaucoup du risque cyber, c'est vraiment dans tous les médias, on voit ça dans 20 minutes ou ailleurs. Mais quelle est la réalité de ce risque? Et pour vraiment appréhender ce risque, je vais laisser la parole à Patrick, qui va nous présenter. Bernard, c'est très fort. La parole à Bernard, qui va nous présenter en fait les chiffres de France Assureur et va nous parler surtout de la réglementation en cours comme l'OPMI, NIS2 et où on se situe exactement. Merci. Merci pour cette invitation. Donc Bernard Duterque, aujourd'hui je représente à la fois la Fédération des assureurs, donc France Assureur, et Generali, puisque je suis employé par Generali en charge des risques, de la souscription des risques spécialisés, dont le cyber. Alors avant de parler du marché et de tout le reste, il faut définir quand même en deux mots et de façon très schématique le risque cyber et son assurabilité. C'est quoi le risque cyber? Globalement, c'est la combinaison entre un incident cyber, qu'il soit malveillant ou issu d'une erreur, et son impact sur le SI et notamment sur les données avec l'intégrité, une mise en cause de l'intégrité des données, de leur disponibilité ou de la confidentialité. Donc une fois qu'on a défini le risque cyber, est-ce qu'il est assurable ou pas? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un sinistre soit assurable? En fait, en fonction de ses composantes, on va savoir s'il est capable d'être transféré à un tiers de façon à limiter son impact pour celui qui le subit. Pour cela, il faut qu'un risque soit aléatoire. Bon, là, dans le risque cyber, on n'a pas de problème. Effectivement, globalement, c'est un risque aléatoire. Quand ce sera plus aléatoire, on sera sacrément embêté. Deuxièmement, il faut que ce soit un risque mesurable. Et là, c'est un problème pour le cyber, pour l'instant, en tous les cas, puisque on a des difficultés à quantifier ce risque encore, même si on s'améliore. On a une problématique de statistiques encore, même si ça s'améliore au fur et à mesure du temps. On a des problématiques avec l'aspect évolutif de l'attaque cyber. Maintenant, avec l'IA qui arrive, effectivement, on a des changements de paradigme importants. Et le caractère systémique possible de l'attaque cyber, qui est pour la première fois un systémique sans frontières, qui peut toucher le monde entier en 5 minutes. Et ça, c'est un vrai problème pour les assureurs et pour les réassureurs qui sont derrière. Et enfin, il faut être en capacité de mettre un prix sur un risque. Et ça, là aussi, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas bien mesuré le risque, on a un problème pour mettre le prix. Donc on met des prix. Parfois, on se trompe. Et ça fait des marchés qui restent volatiles avec des augmentations de primes une année, des baisses une autre année, parce que pour l'instant, on n'est pas encore sur un marché mature. Alors, l'évolution récente, les assureurs ont commencé très prudemment, d'abord sur le marché US, et maintenant, le marché US, qui est toujours le marché précurseur, qui a, je dirais, 7 années au moins d'avance sur le marché européen, c'est un gros marché. C'est 11 milliards de primes en 2022, donc c'est un très gros marché, multiplié par 3 en 3 ans. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, même si c'est un marché différent d'une autre. C'est notamment un marché sur lequel la RC est importante, beaucoup plus que sur notre marché à nous. Donc le SP sur le marché américain, il se situe aux alentours de 44%. Donc le SP, c'est le sinistre sur prime, c'est le ratio sinistre sur prime. C'est ce qui fait globalement
le résultat d'un assureur. Donc 44%, c'est un très bon ratio, sachant qu'à partir de 65-70%, un assureur, en général, perd de l'argent. En France, le marché est beaucoup plus récent, bien entendu. Il est en plein développement entre 2018 et 2023. On est passé de 87 millions de primes à 353 millions de primes. Donc c'est un vrai marché qui se développe fortement, globalement à peu près 40% par an, dans des conditions qui sont plutôt très favorables. Même si l'année 2023 est moins bonne, avec un développement beaucoup plus faible, aux alentours de 10-12%. Les résultats, la part de primes, en fait, on peut segmenter ce marché en au moins 2 marchés, sans doute 3. En tous les cas, on a le marché des plus de 500 millions de chiffre d'affaires, des entreprises de plus de 500 millions de chiffre d'affaires, qui représentent 75% des primes, globalement. Donc c'est eux qui font ce marché pour l'instant. Par contre, quand on raisonne en nombre, ils représentent 1,7% du marché. Tout le reste étant des petites entreprises qui représentent 40 000 contrats pour les assureurs. C'est loin d'être négligeable. Les résultats, sont volatiles, hein, comme tous les marchés non matures. En cours de constitution, c'est des résultats qui restent volatiles. On est passé en 2020 de 84% de ratio sinistre sur prime à 52 en 21, à 40 en 22 et à 28 en 2023. Donc vous voyez, ça baisse, ce qui est assez normal puisque plus le marché grossit, moins les sinistres de faible intensité ont un impact sur ce marché. Et on a eu la chance de ne pas avoir trop de gros sinistres sur le haut du segment ces 2 dernières années. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, on est sur un marché qui se développe et la réglementation n'y est pas complètement étrangère. Parce que sur un marché très digitalisé, de plus en plus digitalisé, les entreprises et la société sont complètement digitalisées. Le marché est régulé de plus en plus par les pouvoirs publics, que ce soit au niveau de l'Europe, de l'Union européenne ou de la France, toute seule ou en application des directives européennes. Alors je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est la directive Nice. La première, alors Nice 1 avait prévu une réglementation pour assurer la cybersécurité et l'amélioration de la cybersécurité des grandes entreprises ayant un caractère critique dans leur activité. Il y avait 10 secteurs d'activité. Nice 2, qui sera applicable à partir du mois d'octobre 2024, a élargi fortement ce critère en mettant 18 activités essentielles ou importantes, puisqu'ils font des distinctions, et qui réduit le chiffre d'affaires nécessaire pour être réglementé par cette activité à quelque chose de beaucoup plus faible. On est de l'ordre de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est assez faible et qui, du coup, entraîne la mise en application de cette réglementation sur des dizaines de milliers d'entreprises, là où on en avait des centaines il y a quelque temps. Le deuxième aspect, c'est la loi française. Alors je vais vite sur Nice, parce que effectivement, on peut passer 2 heures à discuter de Nice 1, Nice 2, et tout ce que vous voulez. Faut savoir que quand même, sur Nice 2, on a des possibilités d'amende qui sont très importantes, puisque ça peut représenter jusqu'à 2% du chiffre d'affaires groupe. Donc pour certaines entreprises, ça peut être très très cher. L'autre réglementation que je vais prendre en exemple, c'est la réglementation française de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI, on l'appelle classiquement, et qui a mis en place une obligation pour tous les assurés cyber de déclarer, de porter plainte
dans les 72 heures qui suivent la prise de connaissance d'une attaque, s'ils veulent être indemnisés. Alors à la base, c'était parti pour connaître, en fait, pour avoir une information sur les ransomware. En fait, avec les débats parlementaires, c'est parti n'importe où. Ce qui fait qu'en fait, une entreprise qui prend le soin de s'assurer a plus d'obligations qu'une entreprise qui se fout royalement de sa résilience en cas d'attaque cyber. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est les voies de la politique et on n'est pas là pour la juger. Ceci dit, on est obligé de l'appliquer. Et voilà, c'est toujours un problème. Voilà ce que je voulais dire sur le marché et sur la suite. Mais c'est un marché qui se développe et qui va continuer à avancer rapidement. Donc merci de cet éclairage. Donc un marché avec 40 000 contrats en croissance. Je voudrais interroger plutôt des opérateurs de terrain, entre guillemets, même si vous êtes opérateur de terrain aussi, avec votre casquette Generali. Emmanuel, comment voyez-vous le marché aujourd'hui au niveau qualitatif, au niveau appétence, au niveau... je dirais, comment ça se développe et qu'est-ce qu'il y a comme aspect favorable pour l'instant sur ce marché? Alors, comme vous l'avez dit au démarrage, hein, le contexte géopolitique avec le conflit, en particulier le conflit russo-ukrainien, plus le développement, la transformation numérique à la fois des entreprises et des administrations, surtout depuis l'ère post-Covid, hein, avec les généralisations du télétravail, font que ce sont des facteurs aggravants de la cybercriminalité. Mais nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a un écart très important, comme le disait Bernard tout à l'heure, entre les grandes entreprises et les secteurs des PME et des TPE. Et je ne me suis pas présentée d'ailleurs, donc Emmanuel Serre, donc je suis au Crédit Agricole Assurance, dans la filiale Assurance Dommage, donc Pacifica, et je suis directrice des marchés entreprises et professionnels. Donc c'est vraiment à ce titre-là dont je vais témoigner, c'est pour notre clientèle et qui concerne plutôt des PME et des professionnels. Et on voit bien que la sensibilisation n'est pas encore la même. Même si le nombre de contrats augmente, hein, ça c'est bien un facteur positif, mais on a encore une sensibilisation qui est insuffisante pour les chefs d'entreprise des PME. Et ça peut paraître paradoxal parce que les très grands comptes qui investissent massivement dans la protection de leur système informatique et donc devraient se sentir beaucoup plus protégés, eh bien, eux-mêmes achètent des garanties, des protections cyber. Et donc, notre enjeu, nous, c'est de sensibiliser les chefs d'entreprise. Hein, c'est vraiment un enjeu important. Et pour cela, donc, nous avons développé un partenariat avec une entreprise qui fait des diagnostics, qui peut accompagner les entreprises dans leur protection de leur RSI. Et nous avons aussi un partenariat avec la Gendarmerie nationale qui nous permet, à nos banques partenaires d'organiser des événements auxquels sont conviés donc les chefs d'entreprise pour les sensibiliser aux risques cyber. Et la gendarmerie est là pour présenter des cas concrets, des exemples d'attaques cyber. Le point important, c'est que je pense, hein, les chefs d'entreprise pensent que ça ne peut pas leur arriver. Ou que si ça va leur arriver, ça n'aura pas de gros impact. Ils sous-estiment complètement les risques d'une attaque cyber qui, on en discutait au préalable, en fait, la fréquence, je pense, est plus importante pour une entreprise de subir une attaque cyber que de subir un incendie. Alors qu'un chef d'entreprise ne se pose pas la question, est-ce qu'il va s'assurer en incendie? Et je pense que c'est vraiment une sous-estimation ensuite des conséquences. Alors que nous les connaissons, hein, les conséquences, ça peut être vraiment un arrêt de l'activité complet, c'est un risque de réputation, c'est un risque vis-à-vis de leurs clients qui peuvent perdre hein, si ils sont à l'origine ensuite de problèmes chez leurs clients, et je ne parle même pas des déclarations qu'ils doivent faire à la CNIL. Tout ça n'est pas complètement encore complètement dans les têtes des chefs d'entreprise.
Le point positif, quand même, c'est que les assureurs, hein, globalement, sont maintenant, je pense, enfin, la famille des assureurs, y compris les courtiers, sont légitimes pour parler du risque cyber. Ça, c'est aussi un point positif, ce qui nous permet d'organiser ces événements et on est crédible. Et à chaque fois que des événements sont organisés, les chefs d'entreprise deviennent nombreux. Donc cette légitimité, elle est acquise. On n'est plus perçu comme un ennemi par les directeurs informatiques ou les RSSI, on est vraiment vu comme un partenaire. Donc ça, c'est vraiment aussi un point positif, mais la route est encore longue pour pouvoir sensibiliser tous ces chefs d'entreprise, et je parle vraiment du segment PME. Justement, vous parlez de prévention en présentiel, en fait, avec l'intervention de la gendarmerie, avec tous les roadshows que vous pouvez organiser. J'aimerais poser la question à Benoît d'Attaque, qui a mis en place des outils de prévention qui sont digitaux. Qu'en pensez-vous? Et je dirais quel est l'intérêt pour justement attirer le client sur la prise en compte de son risque cyber? Bonjour à tous, moi je suis Benoît Beaulieu, je suis directeur cybersécurité chez Datac, donc un assureur spécialisé dans la partie cyber. Et en effet, on a orienté notre offre vraiment dans la prévention, que ce soit en amont du contrat jusqu'à pendant toute la durée du contrat de l'assuré. On développe donc des outils, donc ça commence par justement une quantification du risque sur la surface exposée de nos assurés. Et tout au long en fait, de son contrat, on va l'accompagner avec des campagnes de phishing, de la sensibilisation, des outils. Il va être alerté dès qu'il y a des vulnérabilités qui vont impacter leur SI là-dessus. Comme le disait très bien Emmanuel, en fait, il nous voit vraiment comme un partenaire. Beaucoup d'RSSI, de DSI nous voyaient vraiment comme des personnes qui remettaient un peu en cause le travail qui avait été fait, alors qu'on est vraiment là justement pour les accompagner, faire en sorte que tous les moyens de protection qu'ils ont pu mettre, que ce soit sur le risque humain, sur le risque organisationnel, sur le risque technique, l'assureur est vraiment là pour le risque résiduel derrière. Donc on les accompagne justement tout au long de leur contrat pour mettre en place des solutions avec des partenaires, avec des solutions vraiment qui sont adaptées à ce qu'ils demandent. D'accord. Et donc, face à ce marché qui a l'air assez positif, est-ce qu'il y a encore quelques freins? J'aimerais interroger Bernard sur les freins, en particulier sur la partie intermédiation. Parce que vous disiez, lors d'une discussion préalable, que l'intermédiation pouvait être un frein. On a quelques courtiers dans la salle. Dans quelle mesure l'intermédiaire peut bloquer? Alors là aussi, il faut segmenter. Il y a les grands courtiers et les courtiers spécialisés, qui peuvent être des petits courtiers mais spécialisés, qui eux maîtrisent cette matière et sont capables de la vendre. Parce qu'en fait, la problématique pour les courtiers généralistes, voire les agents généraux, puisque Generali a un réseau d'agents généraux important, c'est que ce sont des généralistes qui vendent aussi bien une assurance auto qu'une assurance RC et une assurance cyber. Le problème, c'est que voilà, ils n'ont pas la capacité, faut bien le reconnaître, d'être un technicien pour chaque risque. Et quand ils arrivent devant un client et qu'ils doivent parler de cyber, ils ont peur de se retrouver dans une discussion technique, informatique, qu'ils ne maîtrisent pas du tout, et on leur demande d'ailleurs pas de le maîtriser. Donc ça, c'est un point important pour eux, la peur de faire n'importe quoi, de perdre un client qu'ils pourraient avoir parce qu'ils ont été mauvais sur l'aspect cyber, est un vrai frein pour tous ces courtiers de proximité qu'on peut retrouver. Mais comment sont-ils formés, ces courtiers, sur l'aspect cyber? Comment les aide-t-on à lever ces blocages? Alors, je parle en tant que courtier. Hein. Oui, non, mais effectivement, on les forme, on leur met à disposition beaucoup de littérature, beaucoup de brochures. On les aide aussi par des réunions, des webinaires, on en a fait beaucoup. Après, rien ne vaut la pratique. Et peut-être que Datac a quelque chose d'autre à rajouter ou Christophe de chez Christophe. BC. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour à tous, Christophe Madec, je travaille chez BC, courtier en assurance, français, basé à Nantes, 500 personnes, très investi sur le cyber depuis 10 ans. En fait, on s'est mis à niveau quand on a commencé sur le risque cyber il y a 10 ans, comme beaucoup de mes confrères.
le cyber, les risques informatiques. On pensait que la sécurité informatique était maîtrisée. L'informatique existe depuis bien longtemps. Et on a eu cette naïveté collective de penser que voilà, les sujets de sécurité étaient traités, l'assurance cyber est arrivée. On a eu un événement catalyseur, c'était les attaques NotPetya WannaCry 2017. Voilà, le marché se réveille, Saint-Gobain se réveille, les grands groupes ont la nécessité de cocher la croix assurance et on a un marché qui se développe. Se mettre à niveau pour les courtiers, ça a été notre cas, c'est-à-dire effectivement comprendre que nos interlocuteurs, ce n'étaient pas simplement des acheteurs d'assurance, mais ça devenait les DSI et les RSSI. Hein. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et quand on fait nos rendez-vous, nos premiers rendez-vous, c'est de discuter de risques, c'est de discuter de politique de cybersécurité, c'est pas de parler d'assurance. Donc on va parler VPN, on va parler MFA, on va parler détection, ODR, SOC, gestion des droits d'administrateur, politique de patch management. Voilà, ça c'est des vrais sujets. Le risque qui deviendra aléatoire quand à un certain moment, vous avez fait à minima le job. Et faire le job quand on ne change pas ses mots de passe, quand on n'a pas de politique de patch management sur les vulnérabilités critiques, il y a pratiquement plus d'aléas. Donc là, on se pose des questions. Voilà, là on a déjà un échange, on espère de pair à pair, et on est monté techniquement. C'est ce qui nous permet de poser un diagnostic, et ce diagnostic, il est d'abord technique. Et ensuite, au fil du temps, finalement, on s'aperçoit qu'on est devenu, le courtage et le monde de l'assurance, est devenu l'allié des DSI et des RSSI. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on amène un stamp où on a une crédibilité technique, une crédibilité risque, qui permet, j'allais dire, d'appuyer des demandes d'investissement qui sont certainement vos problématiques quotidiennes et récurrentes. Parce qu'en informatique, ce n'est pas parce qu'on a investi une année que ça y est, le travail est fait et que l'année prochaine, on peut se reposer. Voilà, le risque est évolutif. Ça évolue à tout moment. La menace évolue, les technos évoluent, les versions logicielles évoluent. Donc, c'est un chantier permanent. Ça, il va falloir aller l'expliquer à des dirigeants. D'accord ? Donc, on fait cette interface-là et on voit bien qu'en avançant main dans la main DSI, courtier assureur, finalement, on gagne, j'allais dire, c'est du gagnant-gagnant. Ce qu'amène l'assurance et ce qu'a amené l'assurance pour ceux qui ont eu à remplir des questionnaires, je ne sais pas si vous avez aimé l'exercice, c'est que finalement, le marché de l'assurance a tellement pris de sinistre pendant 4 ans, c'est qu'à un moment donné, il fallait comprendre pourquoi est-ce que des entreprises qu'on pensait être sécurisées, finalement, on avait en face de nous, j'aime pas le terme, mais je vais le prendre quand même, des passoires. Hein, on rentrait, voilà, hein, destruction de l'AD, latéralisation, pas de détection, ou alors on fait de la détection et le week-end on n'a personne derrière le pupitre. Donc ça a amené beaucoup de questions. Donc les assureurs sont montés en expertise, hein, avec des gens qui sont qualifiés techniquement, avec des ingénieurs en IT. Moi-même, je travaillais avec notre ancien RSSI qui est dans la salle, Étienne, pour à un moment donné être légitime à poser les bases de la prévention en matière de cybersécurité. Et quand un assureur dit aujourd'hui changer les droits, changer les mots de passe régulièrement, c'est une évidence. On s'aperçoit que de temps en temps, ça peut être compliqué. Quand on fait un point d'attention sur la politique de patch management, je crois qu'on a une certaine crédibilité et tout le monde comprend bien l'intérêt. Donc on voit bien que ces sujets techniques sont, j'allais dire, à appréhender et indispensables pour qu'on puisse construire un dialogue de qualité. Et ensuite, le transfert à l'assurance va venir en fait comme une conclusion de considérer que quand l'aléa est là et quand le risque sur les activités de l'entreprise, parce qu'un SI c'est quoi ? C'est tout simplement l'informatique, derrière c'est une organisation des métiers et des activités. Et si le SI ne fonctionne plus, les activités vont être plus ou moins perturbées. Et c'est là que l'assurance intervient pour apporter une réponse qui a fait ses preuves et qui a très bien fonctionné. Donc ça c'est quand même un bilan des 4 dernières années. Les polices d'assurance qui ont eu à jouer, j'ai toujours entendu dire oui, mais le jour où on aura un sinistre, ça ne fonctionnera pas. Non, la promesse a été tenue. Merci. Au niveau des freins, on parle aussi de la souscription du parcours client, et en particulier, après les événements 2019-2020, de questionnaires de souscription renforcés avec 50 questions. Est-ce que pour vous, c'est un blocage, ça ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement simplifier et donner un plus grand accès à l'assurance cyber ? Là, je laisse la parole à Datac qui a simplifié à l'extrême, mais aussi aux assureurs traditionnels qui ont leur réponse pour le bas du segment. Oui, tout à fait. Je vais juste rebondir sur ce que disait Christophe et ce qu'a dit aussi Emmanuel juste avant. Donc, en effet, on accompagne nous également aussi, on a des rendez-vous justement avec un expert cyber pour que le courtier comprenne vraiment les risques qu'il y a derrière et puisse vraiment discuter avec son assuré.
l'assuré peut être également là, et on a toute une politique qui est faite avec des outils qu'on inclut dans la prime, comme le scan de cloud, le scan AD, la campagne de phishing, tout ça est vraiment inclus dedans. Sur le FDR, donc tout ce qui va être vraiment questionnaire au départ, sur le bas de segment, généralement en fait les petites TPE, PME n'ont pas en fait de services informatiques. Ils ont des DSI partagés, des responsables informatiques partagés, et n'ont pas les ressources pour répondre aux questionnaires. Les questionnaires font 50 lignes, 40 questions. On a tout simplifié de notre côté. Donc déjà, on a notre scan qui va permettre en fait, d'avoir un cyberscore et évaluer donc, la surface data exposée au risque. Donc ça, je l'ai signifié tout à l'heure. Mais en plus, le questionnaire en fait, est simplifié avec une vingtaine de questions seulement, qui permet tout de suite en fait, d'avoir un aperçu des risques de l'entreprise. Oui, alors moi je pense que sur, en tout cas mon segment, nous avons beaucoup simplifié les questionnaires. Maintenant, les questionnaires sont beaucoup plus simples, et ce qui aide aussi les vendeurs, parce que si le vendeur ne comprend pas la question, c'est un peu compliqué pour lui de la faire poser à son assuré. Je pense qu'on a fait ce travail, voilà, ces 2 dernières années, on a vraiment simplifié le questionnaire, et le questionnaire pour moi participe à la prévention, parce que rien que de se poser la question, eh bien, ça permet de sensibiliser le chef d'entreprise ou ses responsables informatiques en disant, en effet, est-ce que j'ai une politique de changement de mot de passe? Donc voilà, je trouve que sur voilà, ce qu'on appelle le bas de segment, enfin vraiment les petites entreprises et les PME, nous avons vraiment simplifié nos questionnaires, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose sur les grands groupes, où les risques ne sont pas les mêmes non plus. Justement, comment expliquez-vous la différence entre le bas de segment et les grands groupes avec les 2 chiffres qui sont 80% CAC 40 et 0,8 pour le reste? Comment se fait-il que sur ce segment-là, le cyber qui est pourtant expliqué, réexpliqué, développé, présenté, avec toutes sortes d'exemples, pourquoi ça ne prend pas? Est-ce que c'est un problème de coût-bénéfice, un problème de compréhension du risque? Qu'est-ce qui explique que ça... Aujourd'hui, le marché augmente, bien sûr, mais on a encore un potentiel énorme. Alors, juste pour finir sur ce que disait Emmanuel, effectivement, je suis tout à fait en phase avec ce qu'elle vient de dire. Chez Generali, quand j'ai créé le produit, je suis parti d'un postulat de base sur le questionnaire, c'est si moi je le comprends, tout le monde le comprend. Je ne suis pas un expert informatique, loin de là. Et je le serai hélas jamais, j'aurais peut-être aimé, j'en sais rien. Mais voilà, donc du coup, on est parti on a 8 questions. 8 questions de base, c'est tout. Donc globalement, n'importe qui, sur lesquelles n'importe qui peut répondre. Un temps soit peu, en tous les cas. Donc voilà, ça c'est... le problème du questionnaire n'est pas un problème, de mon point de vue, en tous les cas sur le bas du segment. Et sur les freins, vis-à-vis des PME en tous les cas, moi je vois une conjonction d'éléments qui amènent à un frein, c'est un sentiment un peu erroné de sécurité. Ils pensent qu'ils sont trop petits pour être intéressants pour un attaquant et que du coup, bon, il n'y a pas besoin de se protéger, ça sera la grosse boîte d'à côté qui va prendre. Bon, 70% des attaques en fait sont dirigées vers des PME. Donc ça c'est un frein important. L'autre frein important, c'est que ça coûte de l'argent. Alors même si ça n'en coûte pas énormément, parce que en fait c'est assez peu cher tout compte fait vis-à-vis du risque qui est pris. Ils ont toujours des arbitrages à faire et ils ont l'habitude d'être assurés en multirisque pour l'incendie, pour la RC. Ça c'est une habitude, donc ils la gardent. Ils ont du mal à considérer que le risque cyber, c'est important pour eux. Alors que dans les PME, maintenant, dans toutes les boîtes d'ailleurs, l'actif principal d'une entreprise, c'est l'actif immatériel. Donc si l'actif immatériel n'est plus disponible, est détruit, indisponible, c'est toute l'activité qui s'arrête systématiquement et ils perdent tous leurs actifs. Donc voilà, ça c'est un travail de longue haleine à faire entendre. Si je peux juste ajouter quelque chose, je partage totalement ce que dit Bernard. On a développé chez Datac justement pour prendre conscience en fait à nos assurés un estimateur de pertes, donc basé avec notre partenaire en fait qui gère les réponses aux incidents, donc basé sur une base de données de sinistres. On propose dès la souscription en fait une estimation en fait de la perte
sur un ransomware, sur une fuite de données, sur une intrusion, pour qu'il puisse prendre conscience en fait que le montant qu'il va payer pour son assurance, c'est quasiment rien par rapport à justement ce qu'il pourrait avoir avec une perte d'exploitation, un chiffrement de ses données ou autre derrière, quoi. Et ça, du coup, ils comprennent vraiment, et même le courtier, en fait, ça lui parle vraiment, il est capable d'expliquer directement à l'assuré derrière. Pour répondre à la question, les grands groupes ont les moyens, ont compris, on parle d'enjeux stratégiques dans les COMEX. Donc ils se sont équipés de compétences, des RSSI ont voté des budgets considérables. Voilà, ce que beaucoup d'entreprises, quand on va descendre sur les ETI, les PME, n'ont pas nécessairement les moyens. La sécurité informatique, c'est un métier. Hein, c'est peut-être pas toujours de la compétence du DSI. Et toutes les boîtes n'ont pas les moyens d'avoir un RSSI à leur côté. Donc ça, c'est un premier frein. Je passerai sur la partie questionnaire. La simplification est une bonne chose. Attention à la sursimplification. Quand on pose la question de savoir est-ce que vous avez déployé du MFA et on coche oui, le nombre de DSI qui nous disent mais la réponse n'est pas si simple. On a déployé que sur une partie de notre environnement, des fois on est entre les deux. Alors est-ce que je coche oui et est-ce que je coche non? C'est important parce que le questionnaire va faire partie intégrante du contrat. Donc voilà, on sent de temps en temps de la part des DSI une certaine frustration ou interrogation sur c'est quoi ce questionnaire, on ne comprend pas la question ou on ne comprend pas qu'on puisse nous demander de répondre oui ou non. Je laisse de côté les questionnaires. Non, un des freins, il y a un excès de confiance sur les TPE, les PME. L'excès de confiance, c'est écoute, finalement on a des sauvegardes, je me suis mis dans le cloud, bon, on est bon. Hein. Si demain on est attaqué, on pourrait être attaqué, on a bien compris, on lit la presse comme tout le monde, on redémarrera dans 24 heures, voilà, ça va le faire. Ça, c'est des discours de dirigeants, et ces discours-là, on les entend souvent. Moi, ça fait, j'ai débloqué des budgets informatiques à mon DSI, j'espère bien qu'on va très vite redémarrer. Bon, la vraie vie, c'est pas celle-là. La vraie vie, c'est qu'il n'y a pas de compromission, il n'y a pas que des sinistres catastrophes en cyber. On assure, on est à peu près sur tous les segments. Moi, j'ai un dossier que j'ai suivi, c'est un de mes clients, fin décembre. On est sur moins de 200 millions de chiffres d'affaires, 1200 postes. L'attaque est découverte le matin, vendredi, veille de week-end, veille de Nouvel An. On a 10% des postes qui sont à peu près touchés, on l'apprendra après, sauf qu'ils ont fait une semaine de forensic. Donc une semaine de forensic, c'est une semaine où c'est écran noir, il ne se passe rien. Hein. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas. Donc voilà, alors qu'on a simplement 10% du parc qui a été touché. C'est tous vos partenaires qui coupent les accès. C'est-à-dire vous pensiez échanger par mail avec vos clients et vos fournisseurs, sauf qu'ils ne veulent plus vous entendre, ils ne veulent plus vous écrire. Parce que vous avez été compromis et qu'ils voudraient avoir un gage de sécurité. Bon, vous traduisez ça en termes de chiffre d'affaires vis-à-vis d'un dirigeant, de lui dire que 15 jours d'arrêt à minima, c'est 15 jours de non-vente, c'est 15 jours où on ne fait pas de service, c'est 15 jours où on va être en difficulté. C'est ça la vraie vie d'un sinistre cyber. Voilà. Et qu'on soit TPE, PME. Donc excès de confiance de temps en temps, et il faut faire de la pédagogie sur le risque. C'est pas parce qu'on a un EDA, on a un SOC et qu'on a du MFA aujourd'hui qu'on est protégé. Nous, on a un exemple, on a un contre-exemple cette année, un de nos meilleurs élèves de la classe. Le SOC était défaillant, les sauvegardes qui étaient censées être immuables, on a eu très chaud, etc., etc., etc. Et on peut contourner du MFA. Ça, il faut l'expliquer. Voilà. Et de temps en temps, un dirigeant, quand on lui parle d'Active Directory ou de MFA, il ne nous écoute pas longtemps. Donc voilà, il y a ce travail de pédagogie et de simplification pour faire en sorte que tout le monde soit bien aligné. Merci. Mais ce marché-là, je vois qu'il y a certains freins qui peuvent être levés. Quels sont les éléments favorables qui permettraient de se dire, tiens, ça va peut-être se développer? C'est le rôle des COMEX, c'est la sensibilisation. Comment vous voyez la suite, en fait? Et j'aurais aussi une autre question, c'est les nouvelles technologies. On parle beaucoup d'IA. L'IA est, je dirais, notre aspect. Et aussi, on parle aussi de quantification du risque. Donc, il y a plein de nouvelles technologies. Il y a des éléments favorables. Comment vous voyez la suite sur le marché de l'assurance cyber dans les 3 ou 4 prochaines années? Et juste un point, juste après notre conférence, il y aura la conclusion de la matinée. Donc, ne partez pas immédiatement si vous voulez profiter de la conclusion. Moi, je dirais que, bon, Bernard l'a présenté lors de la première question, on a un État français qui est convaincu que la résilience de l'économie
c'est un point crucial et que le cyber peut mettre à mal cette résilience de l'économie française. Donc ça, c'est un point positif et la création du pôle cyberespace de la gendarmerie nationale, hein, qui date de 2021, montre bien à quel point ce sujet-là est vu à très haut niveau par les pouvoirs publics. Mais maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, et ce que nous, on essaye de faire, hein, nous sommes un banquier assureur, donc pour ces petites entreprises, hein, qui n'ont pas de risque manager, on considère qu'on est un peu leur risque manager, quoi. En tant que banquier, on est risque manager du développement, et en tant qu'assureur, on est risque manager de l'aléa. Donc c'est vraiment notre rôle de sensibiliser ces chefs d'entreprise, de leur expliquer ce qu'expliquait Christophe, là, les risques qu'ils prennent, parce que je suis d'accord, ils sous-estiment complètement ces risques-là. Donc pour nous, comme je disais, pour l'incendie, ils ne se posent pas la question. Ils s'assurent contre le risque d'incendie. Donc notre objectif, c'est que cette garantie cyber, ça devienne un incontournable. Il ne faut pas que ça soit, dans le cadre de réduction budgétaire, la garantie qui est accessoire et qu'on prendra quand on ira un peu mieux. Donc cette sensibilisation, cette prévention, ces outils de diagnostic, c'est vraiment le premier élément, parce que quand ils commencent à travailler sur le diagnostic, sur cette prévention, je dirais que la protection, elle arrive de manière naturelle. Forcément, le risque zéro n'existe pas et ils en prennent conscience au moment où ils font tout ce travail de diagnostic. Donc pour nous, c'est vraiment toute la chaîne de valeurs que l'on veut mettre en avant. C'est la sensibilisation, les exemples et la prévention qui amènera forcément à la protection. Alors, oui, moi je suis tout à fait d'accord et j'ai une conviction depuis l'origine de mon intérêt sur la cyber, c'est que l'assurance cyber deviendra la première assurance nécessaire et obligatoire pour toutes les entreprises. Avant même l'incendie, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, il y a moins de risques d'avoir un incendie que d'avoir une attaque cyber. Alors peut-être pas pour toutes les activités, mais en tous les cas, effectivement, c'est le cas. Donc, moi, cette conviction, elle est très simple, hein. Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, l'actif immatériel est l'actif principal des entreprises maintenant. Donc, il est normal que le risque cyber soit l'assurance la plus importante, ou quasiment la plus importante, en tous les cas avec l'incendie, de toutes les entreprises. Donc moi je suis absolument persuadé que l'assurance cyber a un bel avenir exponentiel pendant certaines années en tous les cas. Est-ce que cela passera par une obligation de l'État de prendre des assurances cyber, un fonds cyber minimal? Ah non, surtout pas. Non, il ne faut pas que l'État s'en occupe, surtout pas. À chaque fois qu'il s'occupe de quelque chose, ça le complexifie, ça. Donc non. Par contre, effectivement, que l'État fasse, comme c'est le cas sur les catastrophes naturelles, un partenariat avec les assureurs publics-privés pour vraiment gérer les très grosses catastrophes systémiques. Éventuellement, oui, pourquoi pas. Ce serait sans doute une bonne chose pour avoir, en tous les cas, une capacité développée par les assureurs et l'État qui soit importante, notamment pour les très grandes entreprises qui ont la nécessité. Mais voilà, surtout qui s'arrête là. Déjà, la dernière fois qu'il s'en est occupé, il a mis la LOPMI en place, ce qui est une aberration. Donc voilà, c'est pas plus mal. Une question financière, est-ce que nous avons les capacités suffisantes pour traiter le risque cyber à moyen, court et long terme? C'est une question. La capacité augmente, clairement. Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais globalement, les assureurs sont réassurés par d'autres partenaires qui mutualisent le risque non plus sur un pays, mais sur l'ensemble du globe, de façon à pouvoir répartir les risques au mieux. La problématique qu'on a avec le cyber, c'est que globalement, cette répartition du risque, elle n'existe plus, puisqu'on peut avoir une attaque qui toucherait la quasi-totalité des pays en même temps. Donc ils sont obligés de faire des allocations de capacités,
qui sont très fines. Et du coup, ça limite forcément, dans chaque pays, la capacité que les réassureurs peuvent donner. Après, c'est aussi aux assureurs de connaître leurs risques. Il y a les marchés financiers qui peuvent prendre le relais avec des cybercat bonds qui commencent à exister maintenant. Donc, ça va se développer petit à petit, c'est sûr. Mais je pense qu'effectivement, Christophe, tu as des choses à dire là-dessus. Oui, non, mais ça va se développer. Le risque numérique, il est là, il est bien là, il n'est pas prêt de disparaître. Aujourd'hui, on a quand même plus d'offres que de demandes. On peut assurer 300 millions sur le marché français pour les très très grands groupes. Comme la sinistralité s'est améliorée parce que les politiques de cybersécurité se sont améliorées, je veux dire, les années noires sont quand même derrière nous. On revient à des niveaux tarifaires un peu plus raisonnables, on retrouve de la compétition sur ce marché, donc le marché ne se développe pas à la vitesse effectivement qui était attendue ou qu'on aurait souhaité. Ceci étant, il y a ce travail de pédagogie, c'est un marché qui est jeune, on l'a dit tout à l'heure, marché qui a encore besoin de monter en maturité, à la fois sur les analyses de risque, les chefs d'entreprise, j'en ai parlé. Voilà, il faut dégager des budgets, c'est des budgets nouveaux. De temps en temps, on trouve que ça coûte trop cher, on peut en discuter. Mais voilà, donc ça, on voit, nous, quand même, un certain nombre de nos clients ou d'entreprises que l'on prospecte souscrire une première assurance cyber. C'était le cas l'année dernière, ça continue cette année. Il y a quelques craintes avec les Jeux Olympiques notamment, donc ce qui catalyse un petit peu. L'intelligence artificielle, on verra bien. L'intelligence artificielle, elle va améliorer l'attaque, elle va améliorer la défense. Bon, je n'ai pas de boule de cristal, on en reparlera quand on aura quelques exemples. Ce qui est certain, c'est qu'on peut s'inquiéter côté fraude. Mais voilà, c'est un sujet permanent. Pas grand-chose à rajouter, je pense qu'ils ont tout dit. Et si je rebondis sur ce qu'a dit Christophe par rapport à l'IA, en effet, ça va servir aussi bien pour l'attaque que la défense. Il parle de la fraude, c'est vrai que c'est un risque majeur. Il y a quelques semaines, mois, il y a eu une très grosse fraude qui s'est passée à Hong Kong avec de l'IA justement, avec du deepfake, 25 millions quand même. Un employé a reçu un mail comme quoi il devait faire une décision pour faire un virement et que s'il voulait des questions, il suffit qu'il se joigne au Meet où les dirigeants discutaient. Il s'est connecté, donc il a vu tous ces dirigeants qui parlaient, et en fait c'était juste du deepfake là-dessus. Voilà. Donc il y a 25 millions qui sont partis comme ça. Voilà. Donc ça va vraiment aller très très vite là-dessus, mais on peut se servir aussi de l'IA pour la défense également. En conclusion, ce que je retiens surtout, c'est la phrase de Bernard disant que ce soit enfin la première assurance de l'entreprise. Ouais, que ce soit enfin la première assurance de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est des actifs matériels, des actifs immatériels. Et malheureusement, la défense des actifs immatériels, c'est peu valorisé. Et surtout, on n'en tient pas compte. Et le RGPD a parlé des données personnelles, mais tous les actifs immatériels n'étaient pas couverts. Donc si on arrive à faire prendre conscience aux très grandes entreprises, aux TPE, aux PME, aux indépendants, que leurs actifs immatériels, c'est leur survie, je pense qu'on aura gagné quelque chose. Et ça passe justement par toutes les démarches de sensibilisation en ligne, d'accompagnement. Et je dirais que c'est vraiment l'affaire de tous. Et surtout, le point positif, on a parlé très vite des COMEX. Il y a quelques années, pour souscrire une assurance cyber, on avait 3 interlocuteurs. On avait le dirigeant, on avait les opérationnels et le DSI. Et on arrive à convaincre un, mais pas les 3 autres. Il n'y avait pas de congruence. Aujourd'hui, il y a quand même une continuité entre ces interlocuteurs pour se dire, mettons en place les moyens. Et surtout, le DSI ne voit plus l'assureur comme un concurrent qui va remettre en cause son travail. C'est un partenaire, donc on a quand même gagné un grand pas, on est devenus, nous tous, assureurs, quels que soient nos métiers, qu'on soit courtier, start-up, banque assureur, et assureur comme Generali, on a réussi à devenir partenaire. Donc sur le cyber, on peut continuer, et on peut espérer que ça va grandir un petit peu. Et si l'État pouvait nous aider sous une forme ou une autre, je ne dis pas mettre en place une trop grosse réglementation, mais encourager, pousser, mettre en place peut-être des dispositifs fiscaux, on aura peut-être des entreprises beaucoup plus protégées, donc une meilleure protection du patrimoine national. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je remercie surtout notre panel d'experts pour leur contribution.